Tiers-livre, écran de nuit, on lâche pas. J'en ai parlé dans le dernier service de presse. Xavier Persson, derrière le cirque d'hiver, c'est chez Vertical, et qui est fait de récits brefs, 2 pages en général, 1 page parfois, qui présente la caractéristique d'intégrer ses proches, en tout cas des prénoms que je n'identifie pas tous. Ça parle aussi de psychanalyse. Là, je tombe sur une page avec Modiano, Dora Bruder, c'est pile celui qui est sur ma table. Ça fait 5 jours que je ne quitte plus ce livre. Xavier, je le connaissais plus comme poète, plutôt dans l'optique Jules de Stéphane. Je le connaissais comme critique. Je le connais pour ce qui pour moi est indissociable, c'est-à-dire ce qu'on fait sur le terrain. C'est-à-dire que la littérature, c'est pas simplement le bureau, c'est là où on organise la transmission, le partage par l'expérience collective, en direct, en commun. Et ça, je pense que la première fois que j'ai connu Xavier, il s'occupait du Centre régional du livre à Poitiers. On devait être vers 1990. Il y avait Jean-Philippe Toussaint aussi. Je me souviens qu'on avait été rémunéré avec une somme de 1000 francs de l'époque, et qu'avec ça, quand on commençait à être chargé de famille, j'avais acheté un sac de patates, une cocotte minute, le reste je me souviens plus, mais que cette conversion directe de microéconomie avec partager une lecture qui permette une économie de subsistance, on y croyait alors. Un homme vit dans un mur, il n'en veut plus bouger. Chaque jour, chacune de ces nuits, il reste là recroquevillé dans un renfoncement, au point qu'on ne le distingue pas toujours. Silencieux et distant, il ne se laisse pas approcher par les habitants du quartier, comme s'il désirait se fondre, se faire oublier dans un recoin où il aurait trouvé sa place, sa raison d'être. C'est ce que me raconte Arnaud. Il l'aperçoit depuis son nouvel appartement de l'avenue d'Auménil, mimant la façon qu'a son étrange voisin de se lever dans un creux du mur en position quasi fœtale. Mon collègue de travail ramène ses bras contre son buste, semble lui-même vouloir se replier. Son geste fait écho à un soupçon de tristesse que je perçois chez lui, au-delà de son apparente bonhomie. Cette tristesse, si jamais c'en est une, je la devine à une expression de son regard quand nous nous saluons le matin et dans la manière qu'il a de répondre à ma sempiternelle question. Comment ça va ? Comme s'il y mettait une certaine résignation, ou comme si, subtilement, il me donnait à entendre, dans le fait qu'il va bien, une discrète atténuation que pourrait exprimer, plus que le ton de sa voix, un retard, ce court arrêt qu'il marque avant de me parler. Est-ce en raison de la gêne éprouvée à voir quelqu'un vivre ainsi en face de chez lui ? Une ombre le gagne. Est-ce en raison de la gêne éprouvée à voir quelqu'un vivre ainsi en face de chez lui ? Une ombre le gagne depuis qu'il s'est installé dans son nouveau logement. Une ombre ou une inquiétude. Mais un détail m'a semblé le rassurer. Il me l'a rapporté récemment. Ce n'est pas dans un mur que le sans-abri a trouvé refuge, mais dans l'embrasure d'une porte. Ceci, me dis-je, n'est pas insignifiant. Ceci explique sans doute quelque chose, même si je ne saurais dire quoi. Même si je ne sais pas ce qui réconforte Arnaud à l'idée qu'un homme dehors trouve chaque soir le sommeil blotti contre une porte fermée. Ça, c'est le texte d'ouverture. Je ne sais pas qui est le Arnaud dont il parle. J'ai longtemps rêvé d'écrire un livre où il ne se serait rien passé que de nuit. Des épisodes obscurs, toutes les fois où je m'égarais. J'ai parfois commencé à écrire, mais je finissais par m'y perdre. Par exemple, je racontais ceci. Je m'endors au volant d'une voiture, juste le temps de quitter la route, et par chance, je me réveille au bord d'un champ. J'y marche un peu, des tressaillements partout, le parfum sucré de l'herbe, la masse frissonnante des arbres. Je m'en suis sorti de justesse. Que faire de cette sensation d'être en vie ? Je m'étais promis de ne jamais rien oublier de ce moment, et bien sûr, je n'ai pas cessé de ne pas m'en souvenir. Le livre de mes nuits, des souvenirs remontaient, le choc à l'église. Je trouve entre les fines pages dorées du missel de ma mère la photographie de son père sur son lit de mort, ses yeux clos, un visage figé, presque cruel. Ce n'est plus un visage. Son image glaçante entourait mon enfance. Ou alors, pendant ma fugue, à 16 ans, je suis venu en pleine nuit récupérer mes papiers d'identité. J'en ai besoin pour m'enfuir. Je suis parti sur un coup de tête après avoir reçu une gifle de ma mère. Et bien sûr, cette gifle, c'est de mon père qu'il aurait fallu la recevoir. Et là, je tâtonne dans le noir de l'escalier. Je m'efforce de ne pas réveiller mes parents. Et pourtant, j'ai tellement espéré arracher mon père à son assoupissement, à la pesante, pernicieuse torpeur où nous nous étions pris. Victime de quel sortilège ? J'avais retenu l'expression de Charles Perrault pour décrire
écrire le long sommeil où sont plongés les habitants du château de la Belle au bois dormant, le silence affreux de la mort. Je rêvais d'écrire ce livre. D'ailleurs, j'ai souvent fait ce rêve. J'écris sans parvenir à me lire. Il fait trop sombre, ou bien j'ai beau lire, je ne peux rien déchiffrer. Je lis sans rien lire, comme si écrire pouvait n'être qu'un rêve. Maintenant, je pense à une nuit. Il n'y a pas si longtemps, je trébuche dans une nuit trop éclatante. Je touche un mur, mais rien. Nulle aspérité. Que m'arrive-t-il? Je panique. Le temps de réaliser que je dormais chez mes parents. Je me suis levé dans mon sommeil, et là où je croyais atteindre la porte n'était qu'un mur. Alors j'ai un problème pour lire à haute voix le livre de Xavier, c'est que je ne me vois pas prononcer les noms intimes qu'il cite comme si c'était les miens. Mais c'est pas très grave. C'est comme si une espèce de chose qui venait en vous, qui vous mordait un peu, mais mordre pour le bien. Un autre texte sur la nuit, au hasard, mais pour prendre cette espèce de fil de la nuit qui parcourt sans cesse ce livre. Écrire, lire, penser, rêver, agir, traverser l'apparence. J'ai aucune idée. Apparemment, il doit y avoir 50, 60, 70 passages brefs qui sont chacun s'en prendre à la nuit, appeler la nuit, traverser la nuit, serait ce qui donne l'armature, la force, et ce qui permet de nous approprier ce souterrain en voyant le personnage qui agit lui avec ses proches, ce qu'il décortique avec la même exigence de nudité, pas une sorte de frère, ça c'est pour moi Xavier, mais qui nous permet de nous le réapproprier intérieurement, un petit peu comme dans Kafka. Là où il y aurait une force concrète, palpable chez Kafka, on rejoint le même endroit par le mental, et le concret se refabrique en vous par ces figures abstraites qu'elles ont dans le mental, mais n'ont rien perdu du concret, comme cette niche dans le mur qui se révèle une embrasure de porte pour le SDF de l'ouverture. Repensez à ce texte qui s'appelle Devant la loi de Kafka, qui vous savez, pile au milieu du procès, comme une sorte d'allégorie. Là, je pense qu'on commence à comprendre l'enjeu de ce livre. Xavier Persson, c'est pas quelqu'un qui publie son roman de rentrée tous les 2 ans. C'est la nuit. Une nuit épaisse, intense et froide. J'en scrute l'obscurité sans fond par le hublot de l'avion, blotti sous une couverture dans le renfoncement de mon siège. C'est la nuit, et l'océan en contrebas, je ne peux le voir. C'est en vain que je scrute la profondeur de la nuit. Je n'ai pas 30 ans. Je me suis donné le temps d'un voyage pour réfléchir à ma vie avec l'argent que m'a donné mon père. Je suis parti sous le prétexte de rendre visite à mon frère aux États-Unis. Il me fallait ce mouvement, ce départ. Et j'ai peur, j'ai froid. Je regarde un film sur le minuscule écran devant moi. Je suis seul éveillé. Tous dorment dans la pénombre et je songe à ce que je ne peux pas voir dans la nuit. Le mouvement des vagues, leur lourd remuement. Cette explosion quand elle s'écroule dans un fracas d'écume, la scintillante masse d'eau que nul n'aperçoit, que personne n'imagine. Je regarde ce petit film. Une comédie américaine sans prétention. Je m'y suis laissé prendre. Un père, à la fin, confie à sa fille qu'il l'aime, qu'il tient à elle. Renonçant à combattre son projet de mariage, il lui cède enfin, se rend à son simple amour de père. Je regarde la scène et ne me retiens pas de pleurer, ému par cet aveu, par ma fatigue, ma solitude. Je pleure comme de ma vie je n'avais jamais pleuré, comme je ne pleurerai plus jamais, comme je ne savais pas qu'on puisse pleurer. Ce sont des larmes épaisses et chaudes, surabondante. Cela ne s'arrête pas. J'ignore tout de ces larmes. À vrai dire, je ne m'y reconnais pas. C'est un soulagement et une douleur. C'est excessif, presque voluptueux. Je pleure à cause de ce qu'un père avoue à son enfant. C'est une révélation. Il aime assez sa fille pour vouloir son bonheur. Il l'aime plus que lui-même. Le film dit cela. Un père regarde son enfant. Simplement, il lui dit qu'il l'aime et mes larmes viennent. Xavier Persson, derrière le cirque d'hiver, c'est chez Vertical, et on n'a pas des choses comme ça tous les jours sur la route.